voiceofcongo.net, news on real time. Nous sommes accompagnés, je suis accompagné d'une équipe de journalistes de Congo Nouveau, à la personne de M. Prince Mundeke, et de la journaliste Fanny Dacruz. Monsieur Kilele, bonjour, merci de nous avoir acceptés chez vous cet après-midi pour cette interview. Nous ne lâcherons pas Torotikate. Un mot d'abord pour nos téléspectateurs qui nous suivent en cet instant. Merci, bon après-midi à vous trois et aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Vous êtes le bienvenu ici. Et je pense que nous allons bien travailler. Voilà, à ma droite, j'ai la journaliste Fanny Dacruz. Un mot pour ceux qui nous suivent à cet instant, partout au pays. Salutations. Bonjour à tous. Voilà, Monsieur Prince Mundeke, est-ce que vous pouvez dire bonjour à ceux qui sont au Kasaï là-bas? Oui, je pourrais déjà dire, pour ceux qui sont au Kasaï, plus précisément ceux qui parlent à Titiala, Analengo Moyenu, au Sakefula. Et pour ceux qui sont au Bukavu, Goma, Uvira, Kindoumaniama Porampé, Kisangani Manekesa, Amjambo, Watoto Akwetu. Même au Katanga. Même au Katanga, par exemple. Merci beaucoup, M. Mundeke. Pour ceux qui sont en Kisangani aussi, je dis Osso Sissoa. Je crois que vous comprenez tous. Merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment ça ce qui nous intéresse à l'instant. Monsieur Kilele, nous sommes là. Vous avez accepté aujourd'hui de nous recevoir. C'est parce que vous êtes un homme politique. Nous avons une certaine série de questions que nous allons vous poser, des questions qui nous viennent aussi en tête et pour les téléspectateurs qui nous suivent aussi. Est-ce que vous pouvez, quelle lecture faites-vous après le 14e sommet de la francophonie? Est-ce qu'on peut espérer de savoir après cette conférence, grande conférence, ou ce sommet par exemple, on peut savoir les vrais coupables de notre bien-aimé Floribert qui nous a quittés, Tchébéa? D'abord, nous devons préciser une chose, parce que le sommet de la francophonie n'a pas été organisé pour juger le suspect ou le coupable de notre cher compatriote, le regretté Floribert Chebeya. C'était un sommet de promotion linguistique et de contact des affaires et aussi de renforcement des liens politiques et diplomatiques entre différents pays qui utilisent le français comme étant la langue de communication. Le cas de notre compatriote était glissé parmi les autres cas qui étaient traités. Nous ne devons que remercier l'attitude du président français, M. François Hollande, qui n'est pas allé par les dos de la cuillère pour manifester son mécontentement vis-à-vis du régime qui a organisé ce sommet. M. François Hollande a prouvé qu'il est un démocrate et ne peut pas coopérer avec les antidémocrates et les dictateurs de la trempe du Rwandais Hippolyte Kagame Kaname. Si au Congo il y avait une justice indépendante qui n'était pas ou qui n'est pas inféodée au gouvernement en place, comme cela aussi l'a été à l'époque de Mobutu, oui, nous saurions si vite qui sont les coupables, parce que ces coupables sont là, ils sont connus. Malheureusement, nous n'attendons que la décision de la justice. Et pour utiliser le langage juridique, on les appelle tous des suspects. Mais ce n'est pas le sommet de la francophonie qui doit trancher
de la culpabilité ou de l'innocence des uns et des autres. Mais ça a été quand même un forum d'éclaircissement de certains faits qui étaient obscurs et qui étaient cachés par le régime en place. Tout comme par exemple l'arrestation de l'un de membres de l'opposition, j'ignore le nom d'ailleurs, mais je l'ai vu dans une Diomi, par exemple, grâce à l'arrivée de François Hollande, sa vie a été sauvée, et peut-être la vie de certains d'autres, mais qui ne sont pas en majorité, qui étaient dans les geôles du régime en place. Est-ce que, toujours restons dans la même lignée, est-ce qu'on peut espérer, le Congo peut espérer quelque chose après cette francophonie, si je peux le dire comme ça? Tout dépend des Congolais d'abord. Nous n'avons pas organisé le sommet de la francophonie pour régler nos problèmes. Oui, nous avons reçu des visiteurs, nous avons reçu des mordus de la démocratie, tels que l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Nous avons reçu des hôtes, des dignitaires de certains pays. Mais leur rôle au pays n'était pas de venir résoudre nos problèmes. Il revient à nous de résoudre nos propres problèmes. Et malheureusement, les Congolais, est parfois un peuple qui souffre des effets dormitifs. Nous ne parvenons pas à prendre les ballons au rond, parce que les actes, les gestes de M. François Hollande sont un ballon qui bondit. Et il nous appartient à nous d'attraper ces ballons et changer le cours des événements chez nous. J'espère qu'une minorité de Congolais aura compris la réaction de M. François Hollande et de toute son équipe, et qu'en ce moment, si nous voulons espérer quelque chose, c'est à nous d'agir et de réagir. La France, dans les coulisses, peut toujours donner une aide. Et je ne peux pas entrer dans tout ça parce que je ne sais pas ce qu'a été les accords entre M. François Hollande et l'opposition, si l'opposition y est. Parce qu'il a reçu quelques opposants, et je ne sais pas, mais François Hollande n'est pas venu au Congo pour faire un coup d'État. C'est à nous de faire soit un coup d'État, soit faire ce que les Américains appellent impeachment, donc empêcher Hippolyte Kajambere Kanambe de continuer à être président. C'est à nous qu'appartient ce rôle, cette tâche patriotique. Donc, je ne pense pas qu'après la francophonie, si nous continuons à dormir, il pourra y avoir un résultat. Je ne pense pas. Donc, la responsabilité nous incombe. C'est nous qui devons agir. Nous n'attendions pas la francophonie pour agir. Ok, comme je vous ai dit au début de cette interview, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de M. Mundeke de Congo Nouveau. M. Mundeke, est-ce que vous avez une préoccupation pour les sommets, ces 14e sommets proposés à M. Kilele? Moi, j'aimerais poser une question d'avenir pour le Congo à M. Kilele. Après la dernière apparition, je suppose la dernière, de M. Etienne Tshisekedi, qui marque, à mon avis, la fin de la génération de politiciens des années 60 à 70. J'aimerais poser la question à M. Kilele. Peut-on compter sur la génération de politiciens qui animent la scène politique congolaise aujourd'hui, par rapport à ce que vous constatez? La génération de Tshisekedi, me semble-t-il, est en train de passer avec sa dernière apparition. La scène politique semble vacante, semble libre. Jusque-là, on n'a pas vu une émergence, une tête qui émerge. Peut-on compter sur cette génération politique d'aujourd'hui, des politiciens d'aujourd'hui? Peut-on compter sur eux pour l'avenir de la politique du Congo? Monsieur Kilele, à vous de répondre sur ça.
Merci beaucoup. Il y a un constat que je fais et que peut-être les plus observateurs peuvent faire. C'est qu'il y a eu et il y a une rupture totale entre les politiciens des années 60 et ceux de la nouvelle génération. Cette rupture est due à la démobilisation des consciences de l'homme congolais. Et nous allons en parler. Les politiciens des années 60 étaient animés par un sentiment patriotique, un sentiment nationaliste. Ils ont tous souffert ensemble, ils ont connu le sévice et les affres du colonialisme. Ils étaient tous soudés contre un seul ennemi, qui était les colons, qui était l'occidental, celui que nous appelons abusivement l'homme blanc. Ils avaient donc ce courage de combattre cet ennemi et de se libérer du joug colonial. Bon, il est vrai que l'homme blanc a récupéré cela après qu'on l'ait déboulonné pendant un moment. Et il était devenu le souffleur, le dictateur derrière les rideaux. Mais c'est une élite totalement caractérisée par un courage extraordinaire. Les gens de la trempe de Patrice Emery Lumumba, de Mahamba Alexandre, de Mpolo, de Varis Kimba, même de Tchombe, Sendwe, et de Pierre Moulele, de Laurent Désiré Kabila, et j'en passe. Christophe Mozongo. Voilà, ces gens-là étaient animés d'une volonté incommensurable. Ils n'avaient pas peur et ils n'étaient pas corrompus. Malheureusement, c'est une élite qui disparaît et qui est supplantée par ce qu'on ne peut pas appeler une élite. On peut appeler une cabale de jouisseurs. Ce serait aussi trop méchant de dire que cette rupture est totalement totale, parce que ce n'est pas par la mort de ce gens que le Congo va disparaître. Non. Nous devons être objectifs quelque part, qu'il y aura toujours, d'une manière positive, une émergence quelque part. Et le Congo va se relever de ses cendres. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent en ce moment sont conseillés par les gens qui ont bu à la bouteille du mobutisme. Donc, le Congo, malheureusement, ne peut pas se relever à ce moment et nous ne pouvons pas compter sur le leadership actuel parce qu'ils sont démobilisés par 3 ou 4 choses. Dans un, c'était d'abord la religion colonialiste. Voilà. Et puis, on a arraché l'indépendance. De 2, c'était la dictature de Mobutu. De 3, c'est encore les religions. Comprenez très bien cette distinction. Nous avons parlé de la religion, et cette première religion, c'était l'église chrétienne. Et bien là, après la dictature de Mobutu, et même pendant la dictature de Mobutu, c'était les religions. Il y a une multitude de religions. À cela, on peut ajouter le 4e élément démobilisateur, c'est la musique, qui est une jonction de la religion et de la dictature. Parce qu'ils vont tous de pair. Alors, la religion chrétienne a terrorisé l'homme noir, plus particulièrement les Congolais chez nous, mais ça n'a pas tellement démobilisé les gens parce qu'avec certains mouvements messianiques tels que le Kitawala, tels que
le kimbanguisme, tel qu'à l'époque de notre grand-mère Kimpavita, ça avait éveillé la conscience des Congolais. Et ils n'étaient pas totalement démobilisés, ils ont combattu l'occupant, les colonisateurs. Mobutu est venu en tuant, en pendant à la place du 4 janvier, un premier ministre de la trempe d'Évariste Kimba, de Mahamba Alexandre et d'Anani Jérôme. Pendre un premier ministre qui a l'immunité politique en public, il avait terrorisé les consciences des Congolais. C'était un message qu'il avait envoyé que, attention, tout celui qui va oser faire quelque chose, il va subir le même sort. Alors les Congolais, comme des petites souris qui ont vu un chat, ils sont tous entrés dans leur trou. C'était fini avec le leadership, avec la conscience politique, avec le nationalisme, avec le patriotisme. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il a tué Lumumba avec ses deux compatriotes. C'était la continuité de la démobilisation de la conscience et du terrorisme de l'homme congolais. Donc, les Congolais, c'est une personne qui est consciencieusement malade, parce qu'il a été terrorisé. L'Église a récupéré ça pendant l'époque de Mobutu, à pouvoir calmer les gens en leur promettant mots et miel, que Mobutu va passer et nous serons bien. Les enfants de Dieu ne peuvent pas tellement se plaindre, il y aura toujours un changement. Et Mobutu s'est éternisé pendant une trentaine d'années. Après, ça a été le Djalelo. Donc, l'animation politique, et ce qu'ils ont appelé l'animation politique et culturelle, que Mobutu était allé copier en Chine après sa rencontre avec le leader chinois Mao Tse-tung. Il est revenu en voyant comment est-ce qu'on déifiait Mao. Il y avait le culte des personnalités de Mao qui a été positif. Aujourd'hui, ça a produit, malheureusement parce qu'il y a eu perte humaine. Il a importé ce genre de choses pour injecter l'animation culturelle chez nous. Une question, M. Kélé. Oui. Qu'est-ce qui fait que la déification de Mao a été positive en Chine et ça ne l'a pas été au Congo? Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme. La Chine avait une base. Mais sans doute, Mao était un nationaliste, il était un patriote. Il ne voyait que d'abord le développement de la Chine. Il sait la Chine au summum de grandes puissances. Et la vérité est là. Mobutu était entouré par des souffleurs qui le manipulaient pour leur propre profit, pas au profit de la nation. Et c'est ce qui fait la différence. Mobutu n'a pas été un nationaliste. Mobutu a été un chef militaire. Quelqu'un qui s'imposait et qui ne voyait pas où allaient les pays. Il suffisait que les gens viennent ramper, viennent le flatter, c'est fini. Le fait de ne pas toucher son pouvoir, il te donne des mal d'argent, il te donne tout ce que tu veux, l'essentiel qu'il soit là-bas. Voilà. Je disais donc, pour continuer et terminer la réponse, qu'il a amené l'animation culturelle et à cela, vous joignez la musique congolaise qui ne fait qu'endormir les gens, que nous appelons la rumba. D'abord, point d'interrogation, le mot rumba n'est pas un mot africain, ce n'est pas un mot congolais. Donc il faudra qu'on trouve un autre mot pour qualifier la musique congolaise. Oui, ça provient, ça peut être un mot hispanique, quand les Noirs sont allés au Brésil et dans les Amériques. Mais ce n'est pas un mot congolais, donc la musique congolaise n'est pas la rumba, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il y a la musique qui a... C'est pas le maringa. Même maringa, c'est hispanique, ce n'est pas congolais. C'est pas congolais, c'est hispanique. Là, on aura le temps de revenir parce qu'il y a une question sur la musique. Sur la musique, merci beaucoup. Alors, pour terminer, je dis non, la musique est le quatrième élément qui a démobilisé la conscience ou les consciences collectives congolaises afin qu'on ne puisse pas avoir l'émergence d'un leadership responsable, patriotique, et qui pouvait défendre les couleurs du Congo. Et on a eu
dans l'assiette nationale une cabale de jusseurs, une cabale de traîtres, une cabale de goinfres qui souffrent de l'obésité. Chaque fois quand ils sont nommés ministres, la première chose que vous voyez auprès d'un Congolais, c'est la protubérance du ventre pour montrer qu'il est arrivé. Donc c'est un groupe d'arrivistes sur lesquels il ne faut pas compter. Ce ne sont pas des nationalistes. Ce sont des étrangers chez eux. Oui. Pour conclure, avant que je pousse la question à M. Jules Assani de Boyoma TV, si je comprends très bien, le Congo souffre, par exemple, de la disparition d'une élite nationaliste qui était conservateur de valeurs patriotiques du parti de Lumumba, et que plus tard, ce pays a sombré à une élite qui n'avait qu'une vision des jusseurs, avec une politique d'antivaleurs. Tout à fait. Donc nous avons ici deux générations politiques différentes, justement. Merci beaucoup. À vous, monsieur Jules Assani. Voilà, nous continuons. Est-ce que vous avez une question qui abonde sur la même lignée que M. Moudeke, Fanny Dacruz? Bon, je peux poser à M. Kile une question sur votre parti politique. Comment votre parti politique se réalise maintenant? On a un peu de silence sur votre parti politique. Comment se porte ce parti politique aujourd'hui? Pour ne pas me cacher, bon, il y a des gens qui disent parfois le silence est d'or et la parole est d'argent. À vous de voir quel est le métal qui pèse ou qui coûte le plus entre l'or et l'argent, bien qu'on utilise ces deux métaux dans tout ce que nous faisons au monde. Bon, ben, le parti est là. Et je ne pense pas que pour qu'un parti puisse être dit existant, il doit nécessairement continuer toujours à faire trop de bruit. Parce qu'il y a une centaine ou 400 quelques partis politiques au Congo qui font de bruit et qui n'arrivent pas à bon port. Et il y a plusieurs méthodes de travail. Nous avons fait aussi beaucoup de bruit et nous continuons à le faire. Et nous sommes là. Nous ne sommes pas au fond là-bas où ils sont, au fond de la corruption. Nous sommes dans les fronts stratégiques de chercher à chasser du pouvoir M. Hippolyte Kagame Kanambe, le chasser de toutes les manières, par la force, surtout par la force, parce que démocratiquement, il ne va pas quitter ce pays aussi longtemps qu'il a de l'argent qui l'aide à corrompre toute personne qui peut oser s'opposer à lui. Nous prenons donc le développement par la force. Et c'est ça notre démarche. Parlons sur l'ONU, maintenant, on a parlé de votre politique PNC. Maintenant, nous voulons dire, je voulais vous poser une question sur l'ONU, aux États-Unis. L'ONU. Oui, l'ONU. L'ONU vient de condamner officiellement une politique et publique. Le Rwanda et le M23. Dans l'agression contre le Congo RDC. Quel est votre point de vue? Oui, c'est une pédagogie tardive de la part de l'ONU. Et ça reflète l'hypocrisie de la communauté internationale et de tous ces organes. Ils ont des lois coercitives qu'ils pouvaient utiliser depuis longtemps, depuis l'agression du Congo en 1996, pour mettre fin au massacre, à l'occupation, au pillage, à l'exploitation du Congo. Ils avaient toutes les armes juridiques possibles de le faire. Mais parce qu'ils sont au four et au moulin, ils ont voulu laisser passer le temps pour exploiter à travers des commissionnaires agresseurs. Et comme ils se sentent peut-être un peu rassasiés maintenant, ils veulent vomir ce qui ne peut plus passer par la gorge. Ainsi, ils condamnent le Rwanda, le Burundi
l'Ouganda et d'autres pays annexes. L'Érythrée fait partie des gens qui nous ont agressés, et même l'Éthiopie, et même la Tanzanie, parce que le garçon qui est président au pays a vécu en Tanzanie et il déverse le gros de tout ce qu'il vole au Congo. En Tanzanie, il construit des hôtels, le Zimbabwe même. Voyez. Donc, je pense que la condamnation si tardive de l'ONU vis-à-vis de ces pays là-bas, ce n'est pas une expression du soutien à la libération du Congo, ce n'est pas une sympathie envers le Congo, c'est une hypocrisie toute faite. Et comme les autres pays agresseurs sont tous coupables. Et nous ne pouvons pas le remercier. Nous sommes membres de presque tous ces organismes internationaux et nous devrions bénéficier du secours juridique, militaire de tous ces organismes. Parce que nous payons notre cotisation. Nous faisons partie de la société du monde. Nous sommes membres d'une famille qu'on appelle l'ONU. Nous sommes membres de cette famille et donc, étant un enfant de cette famille, il fallait qu'il y ait protection. On ne nous a pas protégés. On a favorisé l'attaque et l'humiliation du Congo. Et alors, venir condamner le Rwanda en ce moment, je trouve que c'est de la blague, parce que militairement, si l'on doit dire, on donne la même quantité d'armes au Rwanda et au Congo, battez-vous. Je ne pense pas, comme dans un ring de boxe, que le Rwanda peut survivre après un seul uppercut. Je ne pense pas que le Rwanda peut survivre. Le Rwanda, même le Burundi, en fait, je vais dire, pas la Tanzanie, pas le Kenya, pas l'Ouganda. Ces pays ne peuvent pas. Mais ils mettent un moratoire de suspension d'achat et de vente d'armes au Congo, mais entre-temps, ils donnent des armes aux pays agresseurs pour humilier le Congo, que le Congo n'a pas une armée. Au même moment, ils corrompent tous les militaires qui étaient avec Mobutu afin de ne pas armer ou ne pas secourir, ne pas organiser l'armée que nous avons. On les débauche d'abord de l'armée nationale et on va envoyer à la mort nos soldats. C'est la communauté internationale qui a fait ça. C'est écrit dans les livres, c'est connu par tout le monde. Donc, l'ONU, je ne pense pas qu'elle a encore un avenir meilleur dans ce monde. Parce que quand elle a été créée en Californie en 1946, elle avait des objectifs qui sont maintenant différents de ce qui se passe maintenant. L'ONU qui existe là-bas devient une organisation mafieuse pour créer des guerres et piller les pays qui ne veulent pas, ou dont le leader est indésirable pour eux. C'est ça l'ONU. C'est infiltré par la mafia, par les Illuminati et par les gens qui veulent coloniser le monde entier. Donc c'est une organisation qui n'a presque plus d'avenir parce qu'il y aura des pays qui vont se retirer. En tant que président du parti politique PNC, que pensez-vous de l'ONU concernant l'Est? Il y a de la femme qui est violée à l'Est, il y a des trucs qui se passent à l'Est, mais on a une grande organisation comme l'ONU. Que pensez-vous en tant que président? C'est ce que je suis en train de dire. Bon, il est vrai que chaque fois quand il y a guerre quelque part, les femmes sont toujours les êtres les plus vulnérables. Elles sont la première victime. Parce que les militaires, pour humilier un pays, pour humilier un homme, ils doivent d'abord coucher avec sa femme. Et ce n'est pas différent de ce que l'occidental a fait en Afrique et à travers le monde. Ils ont commencé d'abord par coucher avec les femmes des gens qu'ils allaient occuper pour avoir d'autres enfants. Ouais, ça. Et l'ONU sait très bien ce qui se passe à l'Est.
il y a les contingents de la, c'est pas MONUSCO, comment on appelle ces gens-là, Oui, MONUSCO. qui sont là-bas. Mais ils font partie des gens qui violent les femmes chez nous à l'Est. Je lance un appel pressant aux Congolais eux-mêmes de pouvoir se défendre et de ne pas compter sur l'aide internationale. Ces organisations sont bien. Mais leur leitmotiv, leur but est-il vraiment de protéger la population? Comment peut-on comprendre que des femmes sont violées, comme tu l'as dit, au jour le jour, tuées, pendant que ces troupes sont là en permanence? Mais ils sont estimés à 17 millions d'hommes de troupes. Que font-ils? Ils prennent les caciques, ils prennent la bière, ils font la thé chez nous. Ils couchent les femmes, ils ont de l'argent pour coucher les petites filles. Et continuer à nous faire des enfants qui viendront des Indes et tout ça, et qui ne vont pas épouser. Ce serait bien qu'ils viennent, ils épousent nos femmes, il n'y a pas de problème, nos filles, il n'y a pas de problème. Ce sont des êtres humains que faire des enfants qu'ils vont abandonner un jour. Donc, on n'a pas besoin de ces organisations aussi longtemps qu'ils n'ont pas un objectif humanitaire. Ce sont des hypocrites tous. Oui, restons toujours dans la même ordre d'idée. Je voulais, je ne sais pas, M. Kilele, est-ce que nous avons suivi tous à la télé, le Rwanda est redevenu, depuis le jeudi 18 octobre, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je ne sais pas. Maintenant, il va siéger parmi les 5. Non, il va commencer ça au mois de janvier 2013. Quel est-il faites-vous? Un agresseur déjà là-bas. Ce n'est pas un terrible revers pour les Congolais. La nomination ou l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité ne nous impressionne pas. Le Rwanda peut devenir, il peut même avoir un secrétaire général de l'ONU. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et ils peuvent même avoir un président rwandais en Amérique, ça ne nous intéresse pas. C'est quoi? C'est la gratification de tous les assassinats qu'ils ont commis chez nous. Vous n'avez pas peur de la balkanisation? Non. La peur n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Moi. Je ne suis pas un pessimiste, un fataliste. Moi, je n'ai peur que de la faim quand je n'ai pas mangé. Ainsi, si un jour je deviens président, l'une des priorités sera l'agriculture et la défense. Donc, je voulais dire que le Rwanda, on l'a gratifié pour les services loyaux, les bons services qu'il a rendus aux puissances étrangères, en pillant les Congo, en tuant, en réduisant la démographie congolaise, en humiliant les Congos, en mettant les Congos à genoux. C'est un pays qui a des tendances mercenariales, qui souffre du syndrome d'hégémonie impérialiste. C'est un petit pays qui ne vaut rien et qui se trompe dans l'histoire. C'est un pays qui ne sait pas lire les signes de l'histoire. Et qu'un jour, avec un leadership fort, le Rwanda devra s'agenouiller devant les Congos. Le Rwanda ne voit pas que Saddam Hussein avait tout donné à l'Occident. Le Rwanda n'a pas vu que Kadhafi a presque tout donné. Le Rwanda ne sait pas voir qu'à l'époque, l'Iran et l'Irak étaient des frères et que l'Amérique soutenait l'Iran pour se battre contre son frère, enfin, Saddam Hussein pour se battre contre son frère iranien. Et après, il a changé. Il supporte l'Iran pour se battre contre Saddam Hussein. Il n'y a pas que l'Amérique, c'est presque tous les pays occidentaux qui font autant. Donc, il y a eu des dirigeants qui ont tout donné à l'Occident
Mais l'Occident les a abandonnés comme de chiens galés. Qu'est-ce que le Rwanda a? Le Rwanda n'a rien. À part des petits cafés et des papayes, ils ont quoi? Si aujourd'hui l'Amérique, la Hollande ou tous les autres pays qui leur donnent l'aide retirent ces aides, que deviendra le Rwanda? Ça deviendra une cour de récréation. Donc, ça ne nous émeut pas, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas avoir peur que le Congo sera balkanisé. Je suis partisan des grandes étendues, que le Congo demeure la grande étendue qu'il a toujours été. Ils veulent balkaniser le Congo sous prétexte que le Congo est vaste. Mais le Congo n'est pas le plus grand pays d'Afrique. C'est un argument qui ne tient pas. Pourquoi ils ne balkanisent pas l'Algérie, qui est le plus grand pays? Pourquoi ils ne balkanisent pas le Soudan, qui est le deuxième pays le plus grand? Le Congo n'est que le troisième pays. Bon, ils ont balkanisé, ils ont réussi à le faire. Mais pourquoi ils ne balkanisent pas l'Algérie? C'est parce qu'il y a un leadership très fort. Qu'est-ce que les Occidentaux font? Ils ciblent les pays où il n'y a pas de leadership pour balkaniser. C'est une menace, je sais. Mais cette menace ne peut se réaliser que quand le Congolais demeure distrait et qu'il baisse ses bras. Et je le répétais un jour lors d'une conférence que nous avions tenue le 30 juin 1910, que ce n'est pas le moment pour nous de nous balkaniser et nous ne devons jamais penser à nous balkaniser parce que nous avons tous souffert ensemble. Pourquoi ils ne viennent pas balkaniser l'Afrique du Sud? C'est un grand pays aussi. C'est parce qu'il y a un leadership très fort. Et donc, je n'ai pas peur de la balkanisation. Le Kivu va demeurer partie prenante du Congo. J'aimerais poser une question à Jules Hassani sur la nouvelle qui vient de poser la question à M. Kilele. Est-ce que, M. Jules Hassani, y a-t-il aussi à M. Kilele, y a-t-il une source indépendante et officielle qui confirme cet élément, comme quoi le Rwanda fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU d'une façon non permanente, justement? Oui, mais ça a été dit pour ne pas lui embattre les pas. Ce n'est pas un secret polichinelle, ça a été dit dans les médias. Oui, le Rwanda a été élu. C'est une source sûre. Avec 148 voix. Oui, 148 voix. Malgré l'opposition du Congo, le Rwanda a été élu. Que le Congo se soit opposé ou pas, le Rwanda passerait, je dis, c'est une gratification aux services loyaux rendus. Hein? C'est une cérémonie de collation de titres à un pays agresseur qui a rendu des services loyaux aux impérialistes et aux multinationaux. C'est tout. Oui, il est maintenant le représentant de l'Afrique. Oui, c'est tout. Il est maintenant le représentant de l'Afrique. Oui, ok, je crois que nous avons clôturé l'aspect politique avec mes confrères ici. En tant qu'avec M. Kilele, les sports, comme nous avons dit au début là, nous ne lâcherons pas. Alors je ne sais pas, je commence avec M. Prince Mundeke, je crois que vous avez une question là-bas sur le sport. Est-ce que vous êtes certain qu'on a clôturé l'aspect politique? Parce que j'avais une dernière question à poser. Monsieur Kilele, Oui. vous êtes le partisan de la libération du Congo. Nous aimerions quand même que tu puisses, puisque nous sommes ici dans un plateau, nous voulons avoir quand même des aspects positifs. Que ça sorte une lueur d'espoir. Parce que nous avons affaire à un homme politique qui a une vision politique. Peux-tu nous donner, y a-t-il un schéma par lequel cette nation peut s'appuyer pour sortir de l'impasse, par là où tu dis que non, nous commençons par ici. Quel que soit ce qui se passe, mais c'est par ici que nous commençons et nous émergeons. En tant qu'un homme politique, un visionnaire, quel est votre schéma de la sortie? C'est très bien.
tout le monde parle le langage de la démocratie en ce moment. Oui. Et qui dit démocratie suppose l'organisation des élections libres, transparentes et juste démocratiques. Nous avons malheureusement constaté que la démocratie qui se pratique en Afrique n'est pas totalement le reflet du mécanisme démocratique qui se déroule dans les pays occidentaux. Tout simplement parce que ce n'est pas nous qui faisons l'organisation des élections. Le Congo est Congo parce qu'il a été dessiné sur la carte par les colonisateurs lors de la conférence de Berlin. Et nous avons été des tribus éparses et on nous a mis ensemble, ce qui est bon, on est des Africains. Le mal est que lors du découpage, le découpage a été arbitraire. Alors on retrouve des tribus de part et d'autre de la frontière de chaque pays en Afrique. Mais quand cela les tienne, le chemin auquel j'ai toujours pensé un jour, c'est de proposer à l'Assemblée qui sera là, que nous puissions choisir des leaders provincialement. Oui. Ça signifie les assemblées qui sont là, pour le moment, devaient nous servir du choix et de la proposition des leaders, de chefs qui doivent nous conduire dans l'avenir. Nous devrions faire une petite différence avec les démocraties occidentales. Parce que la Chine a réussi là-bas à faire cette différence, bien qu'elle a toujours été condamnée comme étant un pays communiste, mais qui heureusement avait choisi l'économie du marché, et aujourd'hui c'est tout le monde qui va en Chine. Je voulais donc dire que chaque province devait se réunir. Oui, chaque province a beaucoup de tribus. Mais je pense que ces tribus ont de chefs coutumiers, ont de chefs spirituels. Je parle de la spiritualité africaine, pas de la spiritualité biblique. Ces gens devaient se réunir et nous proposer des ministres, et nous proposer des gouverneurs, et nous proposer des présidents. Et que pour éviter la corruption démocratique, les élections pouvaient peut-être se passer au niveau des municipalités dans les provinces, mais on devait s'attendre sur le mandat présidentiel. Ça signifie quoi? C'est un système qui a été appliqué ailleurs, au Kosovo par exemple, mais je ne pense pas que c'était fait tribalement. Je sous-entends donc une présidence à rotation. À rotation. Ce qui, on devait savoir que dans les 5 ans à venir, le président, qu'on le veuille ou pas, sera un homme de l'Équateur, de la province de l'Équateur. Après ces 5 ans, ça sera un homme, une femme de la province du Bas-Congo. Ouais. Etc., etc. Une alternance. Une alternance. Ça éviterait la corruption, ça éviterait l'incompétence, ça éviterait l'injonction des pays occidentaux, ça éviterait l'injonction des hommes d'affaires, Coup d'État. ça éviterait des coups d'État si on s'entendait sur ce point. Je ne pense pas qu'il y aurait trop de problèmes entre nous. Parce que les bases provinciales devront soutenir la pyramide du pouvoir. Mais du fait que nous avons négligé ces esprits provinciaux que nous appelons aujourd'hui des satans, que nous appelons des gens qui n'ont pas étudié,
il est difficile de nous réunir et de trouver un canevas qui va nous réunir. Alors, c'est toujours qu'il y aura toujours un énergumène qui sortira de nulle part, qui deviendra président, et qui va nous rétrograder pendant des années, comme vous le voyez aujourd'hui. Ça fait 10 ans, on a un chauffeur de taxi, un vendeur des arachides et des ébouillis, qui devient président de la République, qui ne connaît pas les réalités du Congo, et qui est là parce que nous avons permis l'infiltration d'un étranger qui ne nous connaît pas et qui n'a pas vécu au Congo. Donc, je pense à beaucoup de choses, mais je pense que c'est le chemin pour le moment auquel moi je pense. Je ne dis pas que dès que... Donc il n'y aura plus d'élection pour le président, il n'y aura plus d'élection présidentielle. Je pense que les élections auront lieu au niveau des provinces. Et que les provinces doivent présenter les candidats. Ça signifie que nous avons un conseil de sages. Qui est d'office le président. Oui, nous avons un conseil de sages. Les Occidentaux ont fait ça avec leur Sénat, leur Parlement. C'est presque la même chose. Mais chez eux, c'est autre chose parce qu'ils ont atteint un autre niveau politique que nous n'avons. Le coup d'État, surtout la manipulation du pouvoir À partir de de l'étranger. l'État à partir de l'Occident, Oui. sur lequel nous savons tous que le roi est nommé là-bas et pas en Afrique. Merci beaucoup, tu peux continuer. Voilà, je vous rappelle que M. Roger Fille, Studio Roger Fille, qui est dans la réalisation de ces images que vous allez suivre. Et nous passons directement à l'aspect social, mais je commence avec ma confrère, Fanny. ma consoeur plutôt, Fanny. Oui, je veux. Quand notre émission c'est Tokoti Kate. Et là, je peux bien parler à Lingala pour que le peuple congolais aille bien. Pour le sport, on a vu ce congolais, football. Les autres qui ont sauté le coup là, tout le monde, l'Afrique du Sud, le pays presque Afrique. Pays d'Afrique, nous sur le sport, nous avons les autres qui ont par exemple la Côte d'Ivoire, Sénégal. Mais il y a eu ce Congo, les autres qui ont sauté. Pour l'année, tant que président du PNC, futur président, aux autres pour le sport congolais. Merci maman. Mutuna Otuni, les autres quoi, il y a Mutuna au Messie, Place Mundeke, à tout la Kinga, na Tongo Tongo, à propos de leadership Nabiso. Na Yanolaki, ye, mais Tikana Yanolayo, na Mutuna Oyo. VoiceOfCongo.net, news on real time.